il y a des croyances qui sont pas respectables, tu vois, je sais pas, la domination aryenne sur le reste du monde, bon, les vertus de l'excision sur la libido des femmes, bon, tu vois, est-ce que fouetter un noir, ça fait travailler plus vite? Il y a des croyances qui sont pas respectables en tant que telles. Par contre, je pense qu'il faut faire la démonstration de pourquoi elles sont pas respectables. Bonjour et bienvenue dans la troisième et dernière partie de la série Salaud d'irrationnel, où on va enfin rentrer au cœur de la question. Alors pour rappel, dans les deux premières parties, on avait vu que d'une part, on ne pouvait jamais atteindre un niveau de certitude absolue, et d'autre part qu'il était quand même possible de réfuter certaines propositions de manière extrêmement robuste. Alors ces deux points peuvent être discutés, mais si vous le voulez bien, nous les considérerons comme point de départ de cette dernière partie, et nous ne reviendrons pas dessus. En particulier, nous acceptons donc qu'il existe des énoncés plus ou moins vraisemblables, et que la méthode scientifique est capable de montrer que certaines croyances sont fausses. Alors dans cet épisode, nous allons donc répondre à la question qui a initié le début de cette série, à savoir, dans quelle mesure sommes-nous légitimes à nous attaquer aux croyances des autres que l'on sait dans l'erreur? Bon, en réalité, je vais pas trop mouiller, je vais pas donner de réponse claire et définitive. Je préfère proposer des pistes de réflexion qui peuvent permettre à chacun de se faire son avis. On a quelques astuces comme ça. On sait pas. C'est pour ça que tu pourras nous critiquer plus difficilement, tu comprends? Parce que tu peux pas dire... non, tu peux pas le dire. Enfin si, tu peux le dire, mais bon, tu fais ce que tu veux après. Alors c'est vrai que chez certaines personnes qui défendent l'esprit critique et la méthode scientifique, et ça a probablement été mon cas d'ailleurs, il y a une tendance à s'attaquer aux croyances fallacieuses. C'était d'ailleurs un peu la position historique des premiers zététiciens dans les années 90-2000, qui avaient tendance à ne pas être très tendres avec les tenants de théories exotiques. Mais cette position, elle a considérablement évolué avec la création au début des années 2000 de l'Observatoire zététique, qui a décidé d'adopter un rapport plus bienveillant avec les croyants. Mais on retrouve encore aujourd'hui souvent des attitudes un peu guerrières dans les milieux zététiques. Et ça peut se comprendre. Découvrir les failles de certains raisonnements peut donner un sentiment de supériorité intellectuelle très puissant. Et entre de mauvaises mains, la lame tranchante que l'on vient de découvrir peut donner des aspirations chevaleresques. Alors une petite remarque avant d'aller plus loin, il existe probablement des situations particulières où une position rude peut se justifier. Dans un cas où l'on serait personnellement pris à partie, ou qu'il y aurait une urgence presque vitale, cela peut être légitime. Mais nous ne rentrerons pas vraiment dans ce genre de considérations spécifiques, et réfléchirons plutôt à la position générale à adopter face à une croyance que l'on sait dans l'erreur. Mais alors première question, pourquoi ces croyances continuent-elles d'exister quand bien même il existe de solides preuves de leur inefficacité? Eh bien parce que d'autres facteurs jouent un rôle et entretiennent ces croyances. Tout d'abord, il y a un facteur psychologique. Une croyance peut permettre de répondre à des angoisses. Elle peut apporter des réponses à des questionnements métaphysiques. Elle peut s'inscrire dans une vision plus globale du monde et s'accorder avec d'autres croyances. Ensuite, il y a un facteur social. Alors, les croyances permettent de structurer un groupe social, et elles permettent aussi de renvoyer une certaine image de soi-même. C'est ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelle le capital symbolique. Il y a également un facteur médical, puisque comme on l'a dit précédemment, même sans effet propre, une thérapie peut soigner grâce aux effets contextuels. Et ces guérisons contribuent à entretenir des croyances, des pseudo-médecines, qui sont en réalité inefficaces. Et dans certains cas, il y a également un facteur politique. Alors c'est pas forcément le cas aujourd'hui en France, mais dans de nombreuses cultures, le pouvoir politique est justifié et maintenu par un système de croyances. Enfin, on pourrait également évoquer un facteur financier, pour celles et ceux qui vivent d'une activité liée à des croyances. Ce sont ces facteurs, parmi d'autres probablement, qui font émerger et qui entretiennent certaines croyances, plutôt qu'un rapport privilégié à la vérité. A l'inverse, par exemple, la croyance dans les rayons N ou de la dent d'or, dont nous avons parlé dans l'épisode précédent, ne suscite pas ou peu d'enjeux psychosociaux, politico et financiers, et se sont effondrés en même temps que la preuve de leur inexistence était faite. Pour les autres croyances, qui continuent aujourd'hui d'exister, la preuve de leur inexistence n'a pas suffi à les faire disparaître parce qu'elles sont soutenues par ces autres facteurs.
Alors voilà comment il me semble qu'il faudrait poser la question. Dans quelle mesure faut-il s'opposer à une théorie qui serait contredite solidement par la science, mais qui d'un autre côté a potentiellement des bénéfices psychologiques, qui permet de structurer des groupes sociaux et qui est le gagne-pain de certaines personnes. Alors il y a beaucoup de croyances qui rentrent dans ce schéma-là, des médecines parallèles comme on l'a vu, et plus généralement des pseudosciences comme la sorcellerie, la géobiologie ou l'agriculture biodynamique, les arts divinatoires comme l'astrologie, la chiromancie, la tarologie, les complotismes comme les croyances dans la Terre plate, mais on pourrait également inclure plus largement les discours politiques mensongers, des publicités trompeuses, voire le lobbying industriel qui, prenant parfois une fausse apparence de science, présente un discours intéressé. Le mot croyance sera donc utilisé dans cette acceptation très large. Et comme le sens de ce mot est souvent ambigu, je préfère le préciser. Une croyance signifiera ici une idée, une affirmation qui a été solidement réfutée, mais qui continue à être acceptée. Certaines de ces croyances semblent devoir être combattues vigoureusement, alors que d'autres, au contraire, semblent plutôt salutaires et devraient être protégées. Alors évidemment, la réponse n'est pas binaire, et elle provient d'un équilibre qu'il faut trouver entre les bénéfices et les risques que l'on attribue à chacune de ces croyances. Alors cette position, qui consiste à fonder nos choix et nos actions sur leurs conséquences positives ou négatives, est appelée conséquentialisme en philosophie de la morale. Et c'est cette vision que l'on va utiliser ici pour arbitrer notre problématique. Alors il existe plusieurs formes de conséquentialisme, suivant la manière dont on va évaluer les conséquences d'une action. La plus connue de ces formes de conséquentialisme, c'est l'utilitarisme, qui consiste à dire que l'on privilégie les actions qui maximisent le bonheur général. Alors contrairement à ce que sa simplicité et sa sagesse apparente pourraient le laisser croire, l'utilitarisme, qui cherche donc à maximiser le bonheur, peut poser quelques problèmes dont nous aurons très probablement l'occasion de reparler dans ce podcast. Mais pour l'heure, et dans le cadre de la question que l'on se pose ici, le conséquentialisme sera un excellent arbitre, et il semble même superflu de préciser quelle forme de conséquentialisme est préférable. Alors la position conséquentialiste peut sembler très évidente, et être celle que l'on applique par défaut. Mais une des subtilités, je crois, c'est que l'on a tendance à mal estimer les conséquences de certains choix. Le conséquentialisme, semble-t-il, encourage donc à une investigation la plus exhaustive possible des conséquences, peut-être plus encore même que le choix final, qui lui est assez évident. Voilà donc la suite de notre itinéraire. Alors premièrement, on va essayer de lister les conséquences potentielles de l'adhésion à une croyance. Deuxièmement, on va estimer l'impact de ces conséquences sur les individus et sur la société. Et troisièmement, on va trancher sur la position à adopter face à de telles croyances. Alors nous avons déjà évoqué précédemment quelques conséquences positives de l'adhésion à une croyance. Pour rappel, ces conséquences positives peuvent être d'ordre psychologique, social, médical, voire financière. Et je pense qu'il est nécessaire de ne pas les négliger ou les sous-estimer. Les croyances sont essentielles pour certains. Elles peuvent faire office de béquilles face aux difficultés de la vie. Elles peuvent avoir structuré, vertébré une existence entière. Pour certaines personnes, elles peuvent guider les choix sur la manière de se soigner, de se nourrir, d'éduquer ses enfants. Elle peut avoir construit son cercle social et familial. Lutter contre des croyances sans avoir conscience de ce que celles-ci peuvent représenter peut avoir des conséquences catastrophiques. Mais évidemment, d'un autre côté, les croyances ont de très nombreuses conséquences négatives. D'une part pour les individus et d'autre part pour la société. C'est ce que nous allons voir maintenant. Premièrement, il y a des conséquences assez directes à ces croyances erronées. Dans le cas des pseudomédecines, par exemple, elles peuvent mener à délaisser des thérapies plus efficaces. Quelqu'un qui toute sa vie s'est soigné avec une thérapie alternative et aura été guéri grâce aux effets contextuels, aura tendance à choisir à nouveau cette thérapie le jour où il aura un cancer. Alors tant que c'est un choix personnel, ça peut se comprendre, mais quand c'est pour soigner sa famille ou ses enfants, ça devient très problématique. Dans le cas des arts divinatoires, comme l'astrologie, on peut y voir au moins deux conséquences néfastes directes. D'une part, l'addiction que peut provoquer la consultation d'un médium ou d'une voyante, et d'autre part, le fait de complètement déléguer ses choix à une autre personne, ce qui peut nuire à l'individu, mais également à la société, quand ces arts divinatoires s'invitent dans le monde professionnel ou politique, comme ce fut le cas par exemple de François Mitterrand, qui consultait, semble-t-il, l'astrologue Elisabeth Tessier.
La domination, l'oppression, la mutilation, les guerres, les sacrifices sont d'autres conséquences pour le moins négatives, découlant directement de dogmes religieux. Si l'on peut croire que cela date d'un autre temps, je tiens à préciser ici qu'aujourd'hui encore des femmes sont emprisonnées parce qu'elles ont avorté, voire même parce qu'elles ont fait une fausse couche. Que l'on mutile des femmes encore dans de nombreux pays au nom de certaines croyances. Que des personnes sont condamnées à mort ou assassinées en pleine rue parce qu'ils ont eu l'audace de vouloir penser librement et de se défaire de dogmes. Voilà parmi tant d'autres quelques conséquences négatives découlant directement de croyances erronées. Et les premières victimes, semble-t-il, ce sont les plus démunis. Ce sont ceux qui ont le moins accès à l'éducation. Ce sont ceux qui sont opprimés, qui n'ont pas les leviers pour se rebeller. Ceux qui n'ont pas les armes pour se défendre face aux discours mensongers. Ceci étant dit, il semble quand même que certaines croyances restent légitimes et ont plus de conséquences positives que négatives. Prenons par exemple les horoscopes que vous pouvez trouver dans votre journal. Ils ne font pas vraiment de tort, personne ne les prend vraiment au sérieux et ils prêtent parfois à sourire. L'agriculture biodynamique également, dont on a parlé précédemment, donne des produits de bonne qualité et peu importe si cela implique des énergies cosmiques et des cornes de vache remplies de bouse qui n'ont aucun effet. Ce ne sont que des mystiques un peu doudingues, mais qui font des vins sans produit, comme c'est dit dans Cosmo Bacchus, une BD consacrée aux vins en biodynamie. Et même une médecine douce, comme de l'acupuncture, utilisée en complément de thérapie conventionnelle, n'a pas vraiment de conséquences négatives, et au contraire, peut apporter un soutien psychologique. Il semble alors que dans ces cas-là, les conséquences positives dépassent les conséquences négatives. Eh bien oui et non, nous sommes souvent assez aveugles aux conséquences plus indirectes de nos choix. Et en l'occurrence, si on en accepte une de ces propositions sans preuve, alors on ouvre la porte à n'importe quelle autre proposition sans preuve. C'est ce que l'on peut appeler l'argument de la boîte de Pandore. Il me semble qu'il y a deux manières de voir cet argument. D'une part, c'est un principe essentiel pour la construction de savoirs communs. Si on décide de tolérer une croyance sans preuve, les horoscopes par exemple, il est difficile ensuite de refuser une autre croyance sans preuve, comme celle de ne pas vacciner ses enfants. D'autre part, c'est un constat réel. L'adhésion à certaines croyances conduit bien souvent à adhérer à d'autres croyances, potentiellement plus néfastes. Une fois la boîte de Pandore ouverte, c'est-à-dire une fois que l'on a accepté une proposition sans preuve, alors on est moins vigilant à la fiabilité d'autres propositions. Adhérer à une croyance irrationnelle, aussi banale soit-elle, contribue à légitimer d'autres croyances qui, elles, sont plus néfastes. Alors comme nous l'avons vu, certaines croyances sont potentiellement très néfastes, pour les individus comme pour la société. D'autres sont plus inoffensives, mais forment une porte d'entrée et contribuent à légitimer les premières à un niveau personnel et à un niveau social. Alors ne tombons pas dans la caricature. Je ne crois pas que cela disqualifie absolument toutes les croyances. Il existe probablement des cas où le bilan des conséquences d'une croyance reste positif. Mais je pense que si on creuse un peu, en réalité il reste plus grand chose comme croyance inoffensive. Autrement dit, je ne suis pas absolument contre ce qui n'est pas scientifique. Je suis contre ce qui met en danger la santé et le bonheur des individus et de la société. Mais en réalité, ces deux-là sont très similaires. Alors un point important du conséquentialisme que nous n'avons pas encore évoqué, c'est que l'objectif n'est pas de faire un choix qui soit plus bénéfique que néfaste. L'objectif c'est de faire le choix le plus bénéfique. Par exemple, si j'ai 100 € à dépenser, je peux les dépenser en glace à la vanille, ça aura un impact positif. Mais je peux aussi les dépenser pour acheter un vélo à mon petit cousin, cela aura un impact encore plus positif. Et c'est donc ce deuxième choix qu'il faut privilégier. Il faut donc se forcer à comparer différentes possibilités et à privilégier celles dont on estime que les conséquences seront les meilleures. Faire l'effort d'imaginer des alternatives, c'est ce qu'on appelle la pensée contrefactuelle. Et il me semble que c'est essentiel. Souvent, on se contente d'une situation positive, alors qu'une situation meilleure serait possible. Ou au contraire, on critique une situation négative sans se rendre compte que toutes les autres alternatives sont bien pires encore.
certes, il me semble que l'irrationalité qui imprègne notre société est plutôt négative. Mais est-ce qu'une société davantage basée sur les preuves serait meilleure? Et d'autre part, est-ce que le chemin pour aller vers une telle société n'aurait pas également des conséquences très négatives? Voilà les 2 questions que l'on va aborder avant de conclure ce podcast. Premièrement donc, est-ce qu'une société davantage rationnelle ne serait pas pire? Je vois au moins 2 arguments que l'on peut entendre dans ce sens-là. L'absence de valeur morale, d'une part, et d'autre part, la tristesse d'une société à la pensée unique, froide et sans saveur. Pour l'absence de valeur morale, qui serait inhérente au manque de spiritualité, je pense que cela est largement contredit par les faits. Toutes les cultures, toutes les religions partagent relativement les mêmes valeurs morales, qui sont également celles des gens athées. Il n'y a donc pas de lien absolu entre une religion ou une spiritualité et un sens moral qui lui aurait été révélé. Ce sens moral, il est commun à tous les êtres humains, à toutes les sociétés, et il est indépendant de toute croyance. Le second point consiste à dire que la science contraindrait notre imagination et imposerait à tous une pensée unique, froide et purement cartésienne, dans le mauvais sens du terme. Je crois que cette vision est largement erronée et doit être combattue férocement. La science, en réalité, est le royaume de l'incertitude, un berceau de curiosité et de découverte. Et au contraire, il me semble que certaines croyances sont ancrées dans des dogmes indiscutables et peu enclins à la contradiction. Ces croyances forment des constructions mentales qui peuvent contraindre nos pensées, là où la science ne dit que le minimum qu'il est possible de dire. Et non, cela n'a rien de morose ou de triste. C'est un imaginaire qu'il faut, je crois, combattre avec force. Non, une société rationnelle ne serait pas dépourvue de rêves, de sentiments, d'art ou d'émotions. Et il est très dangereux, je crois, de penser que ce ne peut être que par le biais de croyances que l'on peut s'émerveiller. Des croyances qui par ailleurs tuent, oppressent, trompent, détruisent des vies. Voici à ce sujet quelques mots assez magnifiques de Carlo Rovelli. Ne pas croire qu'un Dieu se tient près de moi et m'écoute ne m'empêche pas de me tourner le matin vers la mer avec un chant silencieux dans le cœur et de remercier le monde pour sa beauté. Il n'y a pas de contradiction entre refuser l'irrationalisme et écouter la voix des arbres, leur parler, les toucher avec la paume de la main, sentir leur force sereine s'écouler vers soi. Il n'y a pas besoin d'un Dieu pour percevoir la sacralité de la vie et du monde. Nous n'avons pas besoin de garanties externes pour nous apercevoir que nous avons des valeurs et que nous pouvons aller jusqu'à mourir pour les défendre. Et si nous découvrons que la raison de notre générosité, de notre amour pour les arbres, nous pouvons la trouver dans les plis de l'évolution de notre espèce, ce n'est pas pour cela que nous aimerons moins nos fils et nos semblables. Notre savoir est bien trop faible pour ne pas accepter de vivre dans le mystère. C'est précisément parce qu'il existe un mystère, et parce qu'il est si profond, que nous ne pouvons pas nous fier à qui se déclare dépositaire de la clé de ce mystère. Enfin, voici le dernier point dont je souhaitais parler. S'il me semble qu'un monde davantage rationnel serait plus heureux, plus juste et plus propice à l'épanouissement de chacun que notre monde actuel, obscurci des rationalités, il faut encore s'assurer qu'il est possible de passer de l'un à l'autre et que ce passage ne soit pas lui-même trop néfaste. Et cela n'est pas simple, car comme on l'a vu, certaines personnes sont viscéralement attachées à des croyances, voire maintenues par celles-ci. Et d'une part, il est presque impossible de les convaincre de l'irrationalité et de la nocivité de celles-ci, et d'autre part, quand bien même cela serait possible, cela risque d'être destructeur pour ces personnes. Parce que si tu touches à la colonne vertébrale de l'individu, bah, faut quand même que tu sois derrière pour le ramasser, quoi. C'est trop facile de venir et dire hey, l'autre, c'est ce sur quoi tu as basé ta vie, vaut pas un caramel, tu vois, puis tu te barres, tu vois. Et l'autre, il est en vrac, tu vois. Et enfin, probablement, il va te détester avant d'être en vrac, mais il y a une chance qu'il soit en vrac. Et je trouve pas ça très correct, moi. Il y a des cas où je pense que la croyance est tellement prise à l'intérieur de l'individu, elle est tellement consubstantielle à lui que il y a des cas où ça vaut même plus la peine de discuter, je pense. Il y a des cas où il vaut mieux apprendre à se taire.
C'est pourquoi, plutôt que de lutter contre des individus qui adhèrent à une pseudo-science, à une dérive conspirationniste ou à une médecine parallèle, je crois plutôt qu'il faille lutter pour un environnement davantage propice à l'émergence de l'esprit critique. Un environnement qui valorise l'humilité, la bienveillance. Un environnement qui écoute la parole scientifique, sans la sacraliser, mais en connaissant son potentiel et ses limites. Cela passe d'une part par les institutions, les médias, la recherche scientifique, l'éducation, mais cela passe également par chacun d'entre nous, conscient des dangers des croyances irrationnelles. Et cela se fait en changeant nos habitudes, pour promouvoir les raisonnements rationnels et les informations de qualité, éviter les arguments fallacieux, accepter sans rougir que notre intuition peut nous tromper, valoriser l'humilité, la bienveillance, encourager celui qui accepte de changer d'avis face à la raison, apprendre à débattre, non pas dans le but de gagner personnellement, mais dans le but de progresser collectivement. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode et vous vous trouvez peut-être un peu découragé face à un phénomène qui peut sembler inexorable. Alors voici quelques mots que je trouve assez inspirants de Jean-Loup Fouquet sur son blog Après la bière à propos d'un sujet assez similaire. Même pour ceux d'entre nous qui sont persuadés qu'il est vain de se battre contre l'histoire, il n'en reste pas moins impensable de ne rien faire. C'est impensable car même si on ne pense pas pouvoir changer le cours de l'histoire au sens où nous le souhaiterions, il est probable que l'histoire de demain prenne ses racines dans les vaines tentatives de l'histoire d'aujourd'hui. En concluant cette série de 3 épisodes, je me rends également compte que je vous ai vanté l'intérêt de l'esprit critique sans trop vous donner de ressources. Parce que oui, l'esprit critique, ça s'apprend. C'est une vraie discipline qui demande des connaissances approfondies dans de nombreux domaines. La psychologie, l'épistémologie, la logique, la philosophie, la rhétorique. Alors si vous voulez en apprendre davantage, vous pouvez attendre la suite des épisodes, mais ça risque d'être un peu long et de toute manière assez incomplet. Mais si vous voulez vous y plonger tout de suite, je ne peux que vous conseiller d'aller voir les vidéos d'hygiène mentale, voir pour ceux peut-être qui ont plus de temps, le cours de Richard Monvoisin qui est disponible en ligne et dont l'un comme l'autre je me suis largement inspiré dans cette série de podcasts. Mais je peux vous donner dans ces dernières secondes du podcast la toute première leçon de l'esprit critique qui est aussi rapide qu'elle est importante. Douter. Alors il ne s'agit pas de douter de tout et n'importe comment. Il ne s'agit pas de douter non plus de vous, de vos capacités, de vos projets. Il s'agit de douter de vos intuitions, de vos raisonnements. Prendre un pas de côté sur ce qui nous semble évident est souvent l'amorce à une meilleure compréhension du monde. Enfin peut-être. Et pour le coup, je tiens vraiment à ce enfin peut-être. L'ensemble de cette série, comme le reste du podcast, est un travail personnel. À peu près sérieux, mais personnel. J'essaie d'éclairer quelques angles morts de nos réflexions. Mais moi, qui éclaire mes angles morts ? C'est tout le problème de faire un travail personnel. Et la connaissance se bâtit le plus souvent dans la contradiction d'un dialogue. Alors j'espère que ce podcast ne restera pas simplement un monologue, mais sera l'amorce, le premier jet d'un dialogue, qu'il soit formellement écrit ou qu'il se passe dans votre tête. Voilà, c'était donc le 3e et dernier épisode de la série que j'avais nommée Salaud d'irrationnel. Voilà, j'espère avoir traité à peu près tout ce qui me semblait important sur ce point-là. J'ai certainement oublié des choses. Et dans tous les cas, il y aura d'ici quelques jours, voire quelques semaines, un épisode bonus, un épisode annexe, on va dire, où j'apporterai quelques précisions sur les épisodes. Alors je vous en ai déjà promis dans l'épisode 1. Et j'apporterai aussi peut-être quelques corrections s'il y a lieu. Ou quelques précisions suivant les retours que j'aurai. Donc voilà, restez à l'affût de cet épisode qui corrigera peut-être certaines choses. En tout cas, c'était un vrai plaisir de faire ce travail-là. Ça a été très formateur aussi pour moi et j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura servi d'une manière ou d'une autre.
Et j'espère vous retrouver bientôt. Restez à l'affût, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à liker, à mettre des notes, etc., à partager. C'est tout ce que vous pouvez faire pour m'aider, pour me montrer votre soutien, enfin pour montrer le soutien à ce travail qui, je le rappelle, est bénévole. Hein. Et alors vous pouvez même adopter une position conséquentialiste en vous demandant quelles seront les conséquences positives et négatives de votre partage, de votre like, de votre soutien en général. Merci à tous et à très bientôt sur Enfin peut-être. Materialisme is beautiful, tu vois, il faudrait qu'on arrive à rendre ça fun, que les gens... si le public se tourne vers les machins New Age, c'est que nous, descripteurs du monde, on a manqué le coche de quelque chose, tu vois. Et donc, faisons rêver, quoi. C'est cool d'être rationaliste, tu vois. C'est pas embêtant, c'est pas triste, et on a des émotions plein, tu vois. Et en plus, on n'est pas rationnaliste tout le temps, on rentre chez soi et on devient amoureux, pas en cacahuète, mais un programme rationaliste, à nous de le rendre sympa, quoi.